Bien, mes chers collègues, mesdames et messieurs présents ici dans le public, mesdames et messieurs présents derrière leur écran à l'occasion de ce conseil municipal, tout d'abord bonsoir et bienvenue. Un conseil municipal assez technique ce soir, comme à l'accoutumée en cette période de l'année, mais avant de procéder donc à la fois aux informations et ensuite aux délibérations en question, je vais demander au Benjamin donc, de cette assemblée, et donc ce soir à Sylvain Delayen, félicitations, de faire l'appel des conseillers. Le grand Jean-François. Neveu Jean Séveline. Bafkop Laurent. Présent. Berker Anne-Sophie. Knokar Léon. Présent. Vanout Cathy. Présent. Carpentier Louis. Présent. Donte Margot. Procuration. Dissot David. Présent. Morel Régine. Présent. Gombert Frédéric. Présent. Deledic Patricia. Présent. Bardel Marie-Laure. Présente. Provost Jean-Marc. Présent. Grosso Lorenza. Présente. Pelé Alex. Présent. Valenton Françoise. Pouvoir. Gendouze Ossine. Beau Dominique. Pouvoir. Saufré Pierre. Pouvoir. Terry Chantal. Présent. Blondel Jean-Michel. Beuclin Martine. Présente. Delannoy Philippe. Présent. Mignot Christine. Présente. Langlard Charles. Pouvoir. Lefebvre Anne-Marie. Présente. Delayen Sylvain. Présent. Merci monsieur le Benjamin donc, de l'Assemblée pour ce bel appel. Alors, avant de démarrer le conseil municipal, je propose d'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 26 mai dernier 2025, donc à moins qu'il y ait des remarques sur ce procès-verbal. Pas de souci là-dessus, non? Ça va? Très bien, donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Nous avons quelques informations donc, à vous donner à l'occasion de ce conseil municipal et je commencerai donc par une intervention concernant une pétition en cours sur la commune. Donc c'est une pétition qui circule actuellement à la fois sur les réseaux sociaux mais également sur la commune. Alors cette pétition anonyme prétend représenter l'ensemble des habitants auplinois afin de défendre un agent communal qui aurait, selon elle, été sanctionné ou sera sanctionné de manière injuste. La victimisation, aujourd'hui, c'est une réaction humaine et naturelle. Je reste néanmoins étonné de constater qu'on puisse signer une pétition sans en connaître réellement les tenants, les aboutissants, sans qu'on puisse effectivement connaître réellement le contexte, uniquement basé sur un texte anonyme. Alors je comprends bien évidemment que l'affectif puisse l'emporter et que certains se laissent toucher par une situation dont ils ne maîtrisent toutefois pas tous les éléments. Alors de quoi parle-t-on exactement? Eh bien, il me paraît essentiel de remettre les faits dans leur contexte. Contrairement à ce que j'ai pu lire, ce qui a pu être affirmé ici ou là, il n'a jamais été question, d'abord, de révoquer l'agent en question. La procédure en cours relève du disciplinaire et prévoit, au maximum, une suspension de 15 jours. C'est le risque le plus élevé encouru à ce stade. À l'inverse, l'ouverture d'une procédure n'oblige pas à décider d'une sanction si l'attitude de l'agent, notamment sa capacité à dialoguer, va dans le sens d'un apaisement. Cette précision est quand même essentielle. Enfin, je tiens à rappeler qu'un entretien préalable avait été proposé à cet agent afin de lui présenter les faits reprochés et de lui permettre de s'exprimer. Cet échange aurait pu aboutir à une solution concertée. Or, la mise en arrêt maladie de l'agent, et ça, il ne peut rien, n'a pas permis que cette étape pourtant décisive ait lieu. Je n'ai pas pris la parole sur les réseaux sociaux. D'abord parce que ce n'est pas mon habitude de commenter publiquement une décision concernant un agent. Par respect pour la personne concernée tout d'abord, et pour éviter de jeter de discrédit sur quiconque. Et puis vous l'avez sans doute remarqué,
Je n'ai pas l'habitude tout court de commander les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si je m'exprime, ce n'est ni par crainte de cette pétition, je vous le dis clairement, ni par intérêt personnel. Je le fais pour établir une vérité souvent malmenée. Vous savez, au moins on sait et au plus on commente, c'est ce qu'on constate souvent sur les réseaux sociaux. On dit souvent que le mensonge prend l'ascenseur quand la vérité emprunte l'escalier. Pour ma part, je n'ai jamais eu peur des marches. S'agissant de l'agent en question, alors je reconnais volontiers les qualités qui lui sont attribuées. Sympathique, serviable, apprécié. Je partage ces qualificatifs. Mais cela n'exclut pas l'existence de manquements professionnels dont quelques-uns durent depuis un certain temps. Je n'en dirai pas davantage car ces faits relèvent de la relation entre l'agent et la collectivité. Ce qui me désole le plus, très franchement, très sincèrement, ce n'est pas ma propre situation aujourd'hui, mais bien celle de l'agent exposé publiquement. Pourtant, un dialogue, une remise en question, l'acceptation des remarques aurait sans doute permis d'éviter ce grand déballage. Pour ma part, j'attends le conseil de discipline. Alors je précise, c'est une instance indépendante de la collectivité, une instance qui siège au centre de gestion, avec une présidente nommée par le tribunal administratif, avec des jurés qui sont à parité des élus et également des représentants du personnel. J'entends donc ce conseil de discipline avec calme, avec sérénité, en homme qui assume pleinement sa mission. Et je tiens à dire, comme toujours, que ma porte reste ouverte. Et ce n'est pas au sens figuré, ceux qui me connaissent savent que dans le hall d'entrée, ma porte est toujours grande ouverte. Si l'agent en question souhaite échanger, je suis prêt à le recevoir entre quatre yeux. Ça ne me pose aucun souci. Je comprends l'émotion que suscite cette affaire, mais je n'accepterai pas que l'on mette en doute mon honnêteté intellectuelle, mon appétence pour le service public et mon appétit pour l'intérêt général, au service de tous les Oupinoises et de tous les Oupinois. Et puis j'ai également une pensée pour les agents et les cadres de la collectivité qui, directement ou indirectement, sont impactés par ce grand déballage, par cette situation. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous ce soir à l'occasion de ce conseil municipal. Il est bien évident que je n'en dirai pas davantage et que nous verrons ce que le conseil de discipline proposera parce qu'il émettra un avis et nous verrons ce que la collectivité décidera. Je vous remercie. Autre information concernant donc un arrêté que j'ai pu prendre qui m'autorise donc à transférer un certain nombre de sommes par chapitre. Il s'agit donc d'équilibrer en investissement une subvention donc d'équipement versé aux personnes de droit privé en recettes de 4 685,25 € et à contrario de retirer sur l'article 215 731 matériel roulant donc où on avait 25 000 € d'alloués, c'est 4 685,25 € pour équilibrer le chapitre en question. Également une information qui concerne Free Mobile. Alors vous savez, nous avons toutes et tous des téléphones, ils fonctionnent avec des antennes, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui la téléphonie mobile. Ces antennes sont principalement soit sur des mâts dans la commune, soit sur nos églises. Là en l'occurrence il s'agit de l'église Saint-Charles qui accueille déjà Free. L'opérateur en question a souhaité renouveler son matériel. Ça ne change en rien effectivement ce que nous avions déjà sur cette église en termes de nombre d'antennes. C'est le matériel plus performant, rénové, etc. Et donc il y a lieu de signer une nouvelle convention avec Free pour ici effectivement acter de cette nouvelle occupation. A contrario donc de cette installation, Free émettra une redevance pour la commune de 5 000 €, qui est le coût donc, de la location du clocher de cette église. Voilà pour ce qui est des informations. Nous allons rentrer maintenant dans les délibérations à proprement parler.
La première concerne une convention communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État. Et je vais laisser donc à notre conseiller délégué en charge de ces questions, Sylvain Delayen, vous faire état de cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, comme vous le savez, les dispositions des articles L512-4 à L512-7 du Code de sécurité intérieure prévoient, dès lors qu'une police municipale compte 3 agents, ou alors à la demande du maire, lorsque la commune compte moins de 3 agents, comme c'est notre cas, la mise en place d'une convention communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État. Après la création en 2022 de notre police municipale, nous avions délibéré dès février 2023 pour la mise en place d'une telle convention qui est signée entre le maire, le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent. La convention de coordination précise la nature et les lieux d'intervention de notre police. Elle détermine, comme son nom l'indique, les modalités selon lesquelles ces interventions s'organisent et sont coordonnées avec les services de la police nationale. La Convention rappelle notamment que la police municipale ne fait pas de maintien de l'ordre, que son cœur de métier reste la préservation de la tranquillité publique, la proximité avec la population, la prévention et l'encadrement des manifestations locales. Elle rappelle également les horaires et le fonctionnement de notre police. Elle indique les matériels qui sont mis à la disposition de nos agents, notamment l'armement, en matière d'armement. Depuis maintenant 4 ans d'existence, notre police municipale a évolué. Son organisation et son champ d'action se sont précisés, se sont adaptés à nos besoins. Les horaires ont été modifiés pour correspondre au mieux à notre ambition municipale, et pourront, on l'espère, répondre aux attentes légitimes des Oupinoises et des Oupinois en matière de sécurité et de tranquillité publique. Malgré un effectif réduit, aujourd'hui nous vous proposons une police qui est opérationnelle 6 jours sur 7, avec une patrouille hebdomadaire en soirée, hors congé ou maladie bien évidemment. En ce qui concerne la vidéoprotection, notre commune dispose de son propre centre de supervision urbain pour permettre d'accéder aux images et aux enregistrements de nos caméras. Aujourd'hui, au regard des différentes évolutions de notre police qui ont pu être opérées ces dernières années, je vous propose d'approuver un avenant à notre convention pour prendre en compte justement ces changements, notamment la récente mise en place de la procédure de rappel à l'ordre que vous retrouverez au niveau de l'article 2, la mise à jour des horaires au niveau de l'article 3, la mise à jour du niveau d'équipement dont est doté le service, article 4, et la définition des coopérations avec la police nationale sur l'article 11. J'en ai terminé. Si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a donc des questions concernant cette convention? Donc vous l'avez compris, c'est un avenant d'une convention que nous avions passée. Je crois que Sylvain a été suffisamment explicite. Vous confirmez, donc je propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont favorables donc à cette délibération d'avenant? Unanimité, je vous remercie. Deuxième délibération, une délibération également habituelle, c'est notre convention que nous passons avec la Fondation 30 millions d'amis pour effectivement identifier et stériliser les chats errants pour éviter une prolifération trop importante sur la commune. Cette convention, nous la signons chaque année. Alors j'ai plus en tête si c'est annuellement ou si c'est tous les 2 ou 3 ans. Une fois qu'on a atteint le quota de chats. C'est ça, c'est ça. Donc, alors c'est une convention qui comporte un quota de chats stérilisés. Une fois qu'on a atteint le quota, la convention, effectivement, c'est un d'elle-même. Voilà, donc je vous propose de nous permettre de à nouveau conventionner pour cette stérilisation, savoir que c'est notre vétérinaire local, Monsieur Bataille, qui se charge donc de cette stérilisation et cette identification via une puce électronique. Y a-t-il des questions sur cette convention? Non plus, on en a l'habitude. Unanimité, je vous remercie. Une délibération un peu moins conventionnelle, qui est une approbation du rapport de commission locale d'évaluation des charges transférées concernant le transfert du Golfe, Lille Métropole, ce qu'on appelle la CLECT, qui est une commission de transfert de charges qui se réunit à la métropole européenne de Lille
quand une commune, ici en l'occurrence un CIVU, souhaite donc transférer à la métropole un outil, un bâtiment ou du foncier. C'est le cas ce qui concerne le golfe Lille Métropole, qui était en charge financière par un CIVU. Alors un CIVU, c'est un syndicat intercommunal à vocation unique, c'est-à-dire que ce syndicat ne gère que, là en l'occurrence, ce golfe Lille Métropole, et qui était à la charge donc des communes à la fois de Lille, Lézenne, Ronchin, et j'ai oublié Lille, Ronchin, Léquin et Lézenne, voilà. Ce transfert, il ne se fait pas sans un transfert de charge, c'est-à-dire que la MEL ne récupère pas ce foncier simplement pour les beaux yeux de ces 4 communes, et donc doit percevoir une recette de 23 106 €. C'est la recette qui a été calculée en fonction des efforts d'entretien que demande donc cette parcelle en question. Il nous est juste demandé d'approuver ce que la MEL a déjà acté, mais puisque nous sommes une des 95 communes de la métropole, notre avis est demandé. Cette délibération aurait pu ne pas être proposée, elle aurait été réputée favorable. Mais puisque nous étions dans les temps, je vous propose donc, une fois n'est pas coutume, d'approuver ce transfert de charge de ce golfe Lille Métropole. Y a-t-il des questions ? Non? Alors, quels sont celles et ceux qui sont favorables à ce transfert? Unanimité, je vous remercie. Une délibération également classique sur le repos dominical, et là je vais laisser à notre conseiller délégué en charge de la vie économique de vous faire état de cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, nous devons aujourd'hui émettre un avis sur le nombre de jours travaillés le dimanche pour les commerces installés dans notre commune. En effet, la réglementation du travail dominical a évolué en 2015 en modifiant les codes de dérogation au principe du repos hebdomadaire du dimanche. La mise en œuvre de cette mesure revient au maire de la commune et pour ce faire doit respecter 2 dispositions. La première est l'élaboration d'un arrêté avant le 31 décembre de l'année qui précède la mise en place, soit pour cette année le 31 décembre 2025, et la seconde est le recueil de l'avis du conseil municipal. Il faut savoir que la métropole européenne de Lille a fixé un cadre métropolitain dans lequel les communes doivent s'inscrire afin d'obtenir un avis conforme et favorable, et a également fixé un calendrier commun de 7 dates à toutes les villes qui sont inscrites dans la métropole européenne de Lille. La définition d'un calendrier coordonné à l'échelle métropolitaine permet de garantir l'équité entre les territoires et la visibilité pour les professionnels et la clientèle. La commune propose de conserver un objectif d'harmonisation et de suivre le cadre métropolitain, à savoir 7 ouvertures dominicales communes et proposées par la MEL. Le calendrier des 7 dates fixes reste inchangé par rapport aux années précédentes. Il reprend les dimanches suivants. Les 2 premiers dimanches des soldes, à savoir le dimanche 11 janvier et le 28 juin 2026, le dimanche précédant la rentrée des classes, le dimanche 30 août 2026, les 4 dimanches précédant les fêtes de Noël, à savoir les 29 novembre, les 6, 13 et 20 décembre 2026. Je demande donc aux membres du conseil municipal d'accepter que la ville d'Oupline se positionne sur le calendrier proposé par la MEL sur les 7 dimanches cités précédemment pour l'année 2026. Merci Frédéric. Là également, y a-t-il des remarques, des questions, des suggestions? Non. Mais écoutez, je propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont favorables donc, à cette délibération sur le repos dominical? Je vous remercie, unanimité. Alors, une délibération qui, celle-ci, pour le coup, n'est pas anodine, puisque elle vous demande de m'autoriser à ester en justice pour un litige sur la rue de l'Épinette, en campagne. Alors, vous connaissez certainement cette situation d'un terrain en zone agricole qui a été acheté par une pseudo-société agricole de plantation créée quelques mois auparavant et qui s'avère être transformé en ce moment en terrain d'accueil pour une famille des gens du voyage. C'est pas tant le fait que des gens du voyage achètent une parcelle agricole, dès l'instant où en tout cas, ils
Il la protège et il l'utilise comme elle doit l'être, en tout cas dans le règlement d'urbanisme des terres agricoles. Le problème, c'est que cette parcelle aujourd'hui a été délestée de ses quelques 300 arbres et est en train d'être tranquillement viabilisée. C'est l'occasion pour moi de remercier très sincèrement une association qui s'est créée dans la campagne oupinoise, Sauvegardons et protégeons la campagne oupinoise, dont la présidente Jacqueline Panck est parmi nous là ce soir. Et remercier aussi, alors Jacqueline, excuse-moi du terme, mais Jacqueline, c'est le pitbull de la campagne oupinoise, je crois qu'on peut le dire, hein, une vigilance accrue, en tout cas pour effectivement m'informer dès qu'il y a un camion qui bouge ou une oreille qui s'approche du terrain, et c'est extrêmement précieux pour nous, ça nous permet effectivement d'être réactifs. Alors plusieurs procédures sont en cours depuis de nombreux mois. D'abord, nous avons reçu, puisque voilà, il nous semblait important de recevoir les nouveaux propriétaires au moment de l'achat, quand on a découvert cet achat, pour leur expliquer que nous étions en zone agricole et que de toute façon nous n'accepterions pas d'installation, d'urbanisation et de viabilisation sur ce terrain. Donc ils étaient dès le début, en tout cas, tout à fait au courant de ce qu'ils pouvaient ne pas faire. Assez simple, en zone A, on ne peut rien faire, hein, mis à part, effectivement, de faire de l'activité agricole, laisser en pâture, enfin bon, ça me paraît assez simple. Nous avons constaté, nous d'abord, l'abattage des arbres, donc sans autorisation préalable en tout cas, hein, donc un rasage du terrain en bonne uniforme, de manière très rapide, très efficace malheureusement. Les services de l'État ont donc été informés à l'époque, hein, avec la DDTM, donc la Direction départementale des territoires et mers, l'ADREAL aussi également, la police de l'environnement, pour qu'il y ait effectivement une sensibilisation sur le sujet. Je voudrais également remercier notre policier municipal, Anthony Turpin, qui passe beaucoup de temps également à dresser des procès-verbaux. Il se rend sur site, souvent à l'appel d'ailleurs de Madame Planck, il se rend sur site, constate, fait le procès-verbal des infractions que nous avons envoyé systématiquement au procureur de la République et à la préfecture, hein, pour bien démontrer que nous étions de toute façon déterminés à ne pas laisser faire cette installation. En préfecture, on m'a conseillé donc de rédiger un arrêté suspensif des travaux, ce que j'ai fait. Cet arrêté a été donné donc au propriétaire du terrain, explicitant le fait qu'il ne pouvait plus poursuivre les travaux en question. Bon, bien évidemment, il n'a pas été suivi, en tout cas, d'un arrêt des travaux, hein, et au contraire, je dirais que les choses se sont encore accélérées derrière, avec installation d'une mini-station d'épuration, d'assainissement, viabilisation de l'autre tranche qui n'avait pas encore été démarrée, bref. Sur cet arrêté n'a eu aucun effet, en tout cas, mais on en doutait peu, sur les propriétaires en question. Et donc ce soir, nous avons pris attache auprès d'un avocat et je vous demande de me permettre d'ester en justice pour qu'on puisse faire un référé. Un référé, c'est une action très rapide en justice qui permet d'avoir un jugement du tribunal de façon très rapide. L'avocate que j'ai encore eue au téléphone me disait que à la suite du conseil municipal, elle pourrait déposer immédiatement ce référé qui est déjà rédigé et permettrait de passer donc au niveau du tribunal le 4 novembre. Alors, au départ, c'est le 18 octobre, mais là, c'est le 4 novembre parce que le tribunal est déjà bien chargé. Mais vous voyez, c'est extrêmement rapide au regard voilà, du temps de la justice, hein, quand on fait une procédure classique. Donc ce soir, il vous est demandé de m'autoriser à ester en justice, de permettre à cette avocate-là, en l'occurrence, de déposer ce référé et donc de demander au juge de faire cesser les travaux immédiatement. Il est indiqué dans ce référé qu'à chaque jour qui ne serait pas, où effectivement ce référé ne serait pas appliqué, il y aura une somme forfaitaire par jour, hein, demandée au propriétaire s'il ne se soumettait pas à l'arrêt de ses travaux. Et on fait également en parallèle une demande de remise en état du terrain
pour éviter de faire une deuxième action en justice, pour que le juge puisse immédiatement, dès le 4 novembre, à la fois acter de l'arrêt des travaux, mais aussi demander au propriétaire de remettre en état le terrain et donc de retrouver effectivement sa fonction de terrain agricole. Voilà où on en est sur ce sujet. Le référé, enfin aujourd'hui j'ai nul doute que nous allons gagner en justice, entre guillemets, et que le jugement du tribunal actera effectivement en faveur de la commune. Il n'est pas dit derrière qu'effectivement nos voisins, en tout cas, s'y soumettent, et il faudra peut-être continuer à rester en justice pour faire appliquer, en tout cas, ce fameux référé. Parce qu'on parle souvent de la lenteur de la justice, mais il y a quand même aussi le sujet de l'application, après, ce qu'on appelle l'application des peines, qui pose aussi question parfois, et du temps que ça met à faire appliquer une peine qui, somme toute, va arriver assez vite, ici en l'occurrence. Voilà, mes chers collègues, je suis prêt à répondre à vos questions si vous aviez encore des questionnements sur le sujet. Oui. Est-ce qu'ils sont à l'heure d'aujourd'hui raccordés à l'eau et l'électricité? Alors j'ai bien évidemment alerté Enedis sur l'éventualité d'une demande de branchement. Donc ils sont sensibilisés à la question. J'ai bien expliqué qu'on était sur un terrain qui était non viabilisable et que voilà, je comptais aussi sur leur diligence pour ne pas raccorder en tout cas électriquement. Je crois que c'est déjà fait. Alors non pas à la borne qui se trouve devant leur terrain, mais d'une manière ou d'une autre, puisqu'on voit des câbles aller ici et là et qu'il va falloir aller à l'autre bout du câble pour voir où effectivement ils se sont branchés. À l'eau, pour le moment, j'ai pas l'impression qu'ils sont raccordés en tout cas à l'eau, mais ils installent purement et simplement une petite station d'épuration, une zone d'assainissement, des cuves, des fourreaux prêts à recevoir les câbles en question. Mais en tout cas, on est vigilant et Enedis alors parce que c'est pas le tout de prévenir Enedis et effectivement les représentants en tout cas qui sont dévolus aux communes, c'est de faire passer aussi à l'ensemble des services d'Enedis et bon, et apparemment ils m'ont confirmé que le message était passé à l'ensemble des opérateurs qui seraient susceptibles d'effectuer ce branchement. C'est toutes les discussions qu'on a avec l'association, c'est d'aller vite et pas attendre qu'ils soient installés. Parce que on a effectivement l'expérience de nos voisins à la chapelle d'Armentières qui ont tenté en justice effectivement le fait que les gens du voyage étaient installés et avaient viabilisé la parcelle, et une fois que les faits étaient faits, avérés et installés. Aujourd'hui, la chapelle Armentières a gagné au tribunal. On était jusqu'en cassation, je crois. Ils ont gagné à chaque fois en appel en cassation. Reste ce que je disais tout à l'heure, l'application de la peine maintenant, puisqu'ils ont été condamnés à remettre en état le terrain en question. Mais c'est la même chose pour la ville de Vambrechy, qui a eu également gagné en justice et qui attend effectivement que soit appliquée la peine qui a été actée. C'est le cas à Quesnoy-sur-Deûle, donc vous voyez, on n'est pas isolé, et ce problème de cabanisation, c'est le terme que l'on donne quand on viabilise des parcelles agricoles, est en train de se multiplier. C'est pour ça qu'entre élus, là, ici, de la métropole, mais plus largement, on travaille de plus en plus avec la SAFER, qui est censée être l'outil de protection, qui ne devrait vendre ses parcelles en priorité qu'à des agriculteurs avérés. C'est vraiment leur cœur de métier. On travaille avec eux pour nous signaler le plus tôt possible quand des parcelles de ce type-là sont mises en vente, pour pouvoir surveiller et éviter justement ce type de désagrément. D'autres questions sur le sujet? Alors je vous propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont favorables donc, à m'autoriser à rester en justice? Tout ça a un coût, bon, bien évidemment, vous en doutez.
J'attendais qu'on me pose la question, cher Jean-Marc. Alors là, ici, pour le référé en question, donc la rédaction du référé, le dépôt et puis la défense auprès du tribunal, c'est 1 500 €. 1 500 €. Donc, unanimité. Pardon ? Ah, pardon. Nous passons donc à l'item des finances, avec une décision modificative. Là également, vous connaissez l'exercice, nous votons le budget primitif assez en amont. Budget primitif, c'est un budget prévisionnel, je le dis à chaque fois, mais c'est important effectivement de l'entendre. C'est un budget qui se veut aussi le plus juste, le plus sérieux possible, mais néanmoins, forcément, au cours de l'année, il se peut qu'il y ait des ajustements. Des ajustements parce que nous avons soit des recettes supplémentaires ou des dépenses, effectivement, qui n'étaient pas prévues à l'occasion du budget primitif. C'est toute la notion de ces décisions modificatives. Vous voyez qu'on est au mois de septembre, c'est la deuxième décision modificative. On aurait à s'inquiéter si on en était à la 15e ou 16e du sérieux du BP. Donc là, on est vraiment dans une épure assez classique que l'on retrouve chaque année. Nous avons eu donc une bonne surprise, alors pas non plus sauter au plafond, ce ne sont pas des sommes astronomiques, mais quand même assez, quand on parle effectivement de baisse de dotation ou en tout cas d'impôts, c'est un peu l'inverse qui s'est passé ici sur la commune. Nous avions une prévision à 3 433 131 € et nous avons eu la notification à 3 465 495 €. Ça c'est ce que j'aurais aimé, mais c'est pas ce que nous avons eu. Bon, en gros, nous avons un delta de 34 000 € là ici en recettes. Pour faire vite, vous voyez, après c'est plus anecdotique sur la taxe sur les pylônes électriques, les autres contributions directes et sur le fonds d'appui aux politiques d'insertion. Donc, proposons de ventiler ces 34 000 € de la manière suivante. Tout d'abord en recettes de fonctionnement. Alors, à l'article 73-111, impôts directs locaux, plus 32 364 €. En 73-132, sur les taxes sur les pylônes électriques, plus 804 €. En 73-118, plus 407. Et en 74-713, plus 463. On arrive bien donc à ce total de 34 038 € et 71 centimes. Cette répartition se fait également en dépenses. On propose effectivement de dispatcher ces 34 000 € à la fois sur l'article 62-18, autres personnels extérieurs, sur les charges locatives de copropriété, sur les honoraires et conseils. Vous avez vu que voilà, on allait entamer des procédures en justice. Il faut donc créditer un peu plus ce compte-là. Sur le remboursement frais de GFP de rattachement, des versements à des organismes de formation. Également sur le prélèvement article 55 de la loi SRU, vous savez que la commune n'atteint pas ses 25% de logements locatifs sociaux et que nous sommes donc contributeurs à hauteur de 9 814 €. Et enfin, de récupérer sur entretien et réparation des bâtiments publics cette même somme pour équilibrer cette section de fonctionnement. En section d'investissement, propose d'équilibrer là également sur les subventions d'équipement versées. Il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'il s'agit de subventions versées à des particuliers qui font la demande, notamment en travaux d'économie d'énergie, et retirer cette même somme sur le matériel roulant pour équilibrer là également cette section d'investissement. Voilà mes chers collègues. Des questions là-dessus? C'est des plus et des moins. On équilibre le budget. Je vous remercie. Unanimité. Autre délibération habituelle. Il s'agit donc de la délibération qui acte l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables. Alors pour des raisons diverses et variées, parfois on ne peut pas recouvrir un certain nombre de créances parce que le reste à poursuivre est en deçà du seuil de poursuite, parce que effectivement la personne est décédée, parce que les poursuites sont sans effet. Et donc pour ces multiples raisons, il y a lieu, entre guillemets, donc d'effacer ces créances qui de toute façon nous ne récupérerons pas. Donc vous avez là ici un total
de 760,77 €, qui est le total de ces sommes irrécouvrables. Et donc, vous avez un petit tableau dans votre délibération qui vous donne effectivement le pourquoi du fait de cette créance irrécouvrable. La personne, effectivement, est décédée, poursuite sans effet. Le reste à recouvrir est inférieur au seuil de poursuite, là, pour 148,25 €. Combinaison infructueuse d'actes, on est sur des problèmes administratifs et des poursuites sans effet, ce qui nous fait bien un total de 760,77 € que la commune ne récupérera pas. Des questions ? Non, c'est clair. Quelles sont celles et ceux qui s'y opposent? S'abstiennent? Unanimité, je vous remercie. Alors, on a une petite erreur technique sur une délibération qui fait que nous proposons de l'annuler, c'est la délibération 46-2024, qui concerne la cession d'une partie de la parcelle A 3916 à la métropole européenne de Lille. Il s'agit d'une parcelle qui est aux abords de l'entrée du stade André Kless, dont le parvis a été refait très récemment, à l'occasion effectivement aussi de l'aménagement du stade et de la nouvelle plaine sportive. Et un petit bout de cette parcelle appartenait à la commune. Donc il avait été décidé d'un commun accord que cette parcelle pouvait être au bénéfice de la MEL pour effectivement avoir un parvis et une entrée de stade qui soit assez un peu plus conséquente et plus simple, en tout cas à mettre en œuvre dans le cadre de ces travaux. Il y a lieu aujourd'hui d'acter cette cession à la métropole européenne de Lille, et donc de donner cette petite parcelle de 71 mètres carrés à la métropole qui rentre dans le giron métropolitain et qui se chargera donc à l'avenir de l'entretenir et de la rénover le cas échéant. J'imagine qu'il n'y a pas de souci particulier là-dessus. De toute façon, c'est fait. Les travaux sont réalisés. Je vous remercie, unanimité. Autre cession de parcelle. Alors cette fois-ci, c'était un peu moins courant en tout cas. Il s'agit d'une parcelle contiguë à une maison qui se trouve c'est situé rue Rabelais et chemin d'Armentières. Ce sont les deux parcelles en l'occurrence. Alors, il vous est proposé donc de signer un acte de vente à l'euro symbolique pour permettre donc à ce propriétaire de récupérer ces deux parcelles. Ces deux parcelles qui sont en alignement, c'est un couloir en fait qui appartient à la commune d'Oupline, mais dont on ne peut absolument rien faire, qui débouche sur rien, puisque le fond est muré et clôturé, mais qui par contre provoque pour les propriétaires en question de sérieuses nuisances en fait. C'est un lieu où on peut facilement se cacher, c'est un lieu où on peut boire, jeter des cadettes par au-dessus dans le jardin justement du riverain en question, et ce riverain se plaint depuis plusieurs années. On a essayé de grillager la parcelle, mais la difficulté ça a été d'entretenir après ce couloir une fois grillagé, mais le grillage je crois qu'il n'a pas tenu qu'un jour, et donc il a été proposé au riverain qu'il puisse acquérir la parcelle pour déplacer sa clôture. Nous, ça nous enlève une épine du pied sur une parcelle qui de toute façon ne peut pas être valorisée, et lui ça lui permet de retrouver sa tranquillité. Alors ces deux parcelles de 67 et 33 mètres carrés, on ne lui cède pas 6 000 mètres carrés de terrain, c'est pour relativiser quand même sur la taille de ce couloir. Y a-t-il un problème là-dessus? Est-ce qu'on acte alors on le cède à l'euro symbolique. Alors pourquoi à l'euro symbolique? Parce que les frais de notaire, lui il a des sapins déjà qui font 4 mètres, le déplacement de la clôture va lui coûter beaucoup plus cher que le prix du terrain. Donc pour lui c'est un effort financier conséquent, on lui a dit, c'est le prix de sa tranquillité entre guillemets, et pour nous le prix de ce terrain, au niveau des domaines, nous aurait ramené 3 francs 6 sous, quoi. Donc je trouvais qu'il était en tout cas intéressant pour lui. En tout cas c'était un élément de décision qui a permis à ce propriétaire de faire le pas et d'acquérir ces parcelles. Pas de souci là-dessus? Pas de questions? Unanimité, je vous remercie.
Des renouvellements de conventions avec la métropole européenne de Lille. Alors c'est des renouvellements parce qu'il y a des, voilà, il y a des avancées dans nos délibérations, hein, notamment sur, on est dans le cadre, alors pour être précis, dans le cadre de la prévention et la lutte contre l'habitat indigne. Hein. Vous savez que on en a fait un cheval de bataille et donc Nocard qui est à ma gauche là est en lutte contre l'habitat indigne depuis de nombreuses années maintenant. Et donc nous avons quelques outils pour nous aider justement à lutter contre parfois des marchands de sommeil sans scrupules. Et ces outils-là, ils vous sont présentés ce soir pour un renouvellement de convention. Donc on a tout d'abord la déclaration de mise en location sur une partie du territoire. Ça oblige le propriétaire à faire une visite avant la mise en location. Ça évite qu'on se retrouve avec des taudis loués parfois très chers et loger des gens dans des conditions innommables. Hein. Donc s'il souhaite mettre en location, il a l'obligation en tout cas de faire cette déclaration. Et puis également sur une autorisation préalable aux travaux de division, parce que ça aussi, hein, c'est parfois un sport national. Hein. On achète une petite maison et on la divise en 2, en 4, en 6, pour permettre effectivement d'optimiser le logement en question avec un nombre de logements parfois qui frise là également à l'indécence. Et donc cette autorisation préalable aux travaux de division nous permet d'avoir aussi un regard et de déterminer le nombre de logements, en tout cas à la fois acceptable et puis aussi également hein, pour une équité fiscale, hein, puisque cette division de logement doit être également en tout cas déclarée hein, aux impôts. Donc voilà, ce qui vous est proposé, hein, c'est de renouveler ce partenariat volontariste, en tout cas avec la MEL. Toutes les communes ne le font pas. Nous, on a effectivement à cœur, en tout cas, hein, d'améliorer un certain nombre de logements qui méritent en tout cas notre attention. Et cette délibération, cette convention avec la MEL nous permet justement de travailler là-dessus. Tout ça a un coût forcément, hein, puisque ça demande un agent, ça demande effectivement à ce qu'on puisse faire les visites en question, ça demande d'effectuer un rapport de visite hein, qui est ensuite envoyé pour effet ou effectivement pour permettre justement d'être efficient dans le domaine. Y a-t-il des questions ? Non, ça va? C'est clair? Vous avez les coûts, hein, en fait. Alors, c'est les coûts actés par acte, et c'est la MEL. Je n'ai pas été peut-être très clair sur le sujet. Hein, c'est la MEL qui paye la commune pour faire ces actes en question. Hein. Donc, vous avez sur l'autorisation de division et le permis de location. Je propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont donc favorables à ce renouvellement de convention? Unanimité, je vous remercie. Une convention, encore une, d'entente, cette fois-ci intercommunale, entre les villes d'Armentières et Houpline. Alors, c'est pas qu'on ne s'entend pas entre nos deux communes, hein, bien au contraire, mais nous avons effectivement un projet commun qui sont les franges industrielles, que vous connaissez bien. Alors, c'est un dénominatif voilà, un peu barbare hein, pour évoquer la transition de nos industries du textile vers effectivement un nouveau quartier. On partage avec Armentières une quinzaine d'hectares. Hein, pour être très schématique, chez nous, ça démarre de la rue Voltaire jusque la plage Chanzy à Armentières. Donc vous voyez un secteur assez vaste, assez important. Et nous allons donc avoir un certain nombre de gestions à travailler ensemble, puisque les espaces verts notamment vont être parfois intercommunaux à la frange de nos deux communes. Aldi est à Houpline, la voirie qui est juste à gauche d'Houpline, c'est Armentières. La rue des Déportés, elle s'appelle Déportés d'un côté, Victor Hugo de l'autre. Donc vous voyez, on est vraiment là d'une manière très fine sur un découpage de communes. Hein. Vous connaissez l'octroi, hein, d'un côté Armentières, de l'autre côté Houpline. Et donc nous travaillons avec la ville d'Armentières de manière intelligente
tente à se partager les entretiens de gestion. L'octroi est réalisé par Houpline. Là, en l'occurrence, sur les franges industrielles, c'est Armentières qui prendra à son compte, en tout cas, la gestion de ces espaces. Hein. Donc, c'est une surface de 320 mètres carrés, mais on n'en est qu'au début. Hein. Je vous parlais de 15 hectares. On n'en est qu'au début, hein, puisque sur Armentières, c'est un lot qui démarre, qui s'appelle le lot F de mémoire, hein, qui démarre à gauche d'Aldi. Et sur Houpline, c'est le lot G qui va démarrer derrière Aldi. Lui, donc vous voyez, on est vraiment sur un espace qui est contigu, en tout cas, entre nos deux communes. Et au milieu coule une rivière, j'allais dire non, et au milieu coule la voirie en question, hein, ces fameux Champs-Élysées entre Armentières et Houpline, une voirie de 25 mètres de large, quelque chose d'assez énorme qui nous permet d'avoir une respiration jusqu'au stade Léo Lagrange derrière, et d'offrir une nouvelle entrée de ville de manière très qualitative pour nos deux communes, un accès au stade pour Armentières et pour nous une entrée de ville d'Houpline requalifiée en tout cas sur le secteur de l'octroi. Voilà à quoi sert cette convention de gestion. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Voilà, c'est de la bonne gestion, de la bonne entente entre communes sur des projets communs. Unanimité, je vous remercie. Nous avons 2 délibérations sur table qui concernent la cour Roussel. Alors, elle n'a pas pu être envoyée en temps et en heure parce qu'elle nous est arrivée un peu tardivement, mais on a souhaité quand même vous la proposer, à moins que vous refusiez effectivement de passer ces 2 délibérations. La première concerne un avenant à la convention de requalification de la cour Roussel, puisque les travaux ont été effectués dans la cour Roussel. Je vous invite effectivement à aller voir, donc des travaux qui ont été menés par la métropole européenne de Lille, hein, de requalification de cette courée, avec une convention qui avait été prise dès le début, qui actait que la métropole prenait 80% en tout cas en charge de ces travaux sur ses compétences, voirie, assainissement, etc., et que la ville prenait bien évidemment 20% de ses compétences, espaces verts, etc., éclairage public, ce qui incombe à toute commune dans ce type de travaux. À la suite des travaux qui ont été menés, il y a eu une augmentation, enfin des aléas de chantier, comme on peut en avoir souvent, et donc cet avenant à la convention permet d'acter cette augmentation pour nous de 9 518 € par rapport à l'estimatif initialement prévu. Voilà, donc un avenant. L'AMEL prend également donc, à sa charge, à hauteur de 80%, les augmentations en question. Des questions? Donc vous avez la délibération, vous avez l'avenant en question qui vous donne les tenants, les aboutissants. Donc vous voyez l'assainissement 17 000 €, la qualification totale 47 593 €. Je précise que c'est des travaux assez lourds qui ont nécessité aussi la démolition d'un des logements. On a profité, un logement qui était très vétuste à l'entrée du parc Polaris, qui était plus habité, qui a été complètement, on dit plus démoli, on dit déconstruit aujourd'hui, parce qu'effectivement on récupère et les briques et tout ce qui peut être revalorisé, mais qui donne à la cour aujourd'hui beaucoup plus de clarté et une ouverture sur le parc Polaris. Je pense que les habitants de cette courée sont satisfaits en tout cas des travaux menés. Des questions là-dessus? Non, pas de souci pour adopter cette délibération. Et la deuxième, donc, qui concerne toujours la cour Roussel, c'est une demande de convention d'occupation relative au jardin de la cour Roussel. La commune est propriétaire du sol de la cour Roussel. C'est l'histoire de cette cour. La cour, vous aviez des logements dans cette courée qui ont été vendus, mais le sol de cour n'a jamais fait partie justement des actes de vente, et donc se retrouver avec un sol de cour qui était un bien sans maître, c'est-à-dire il n'y a pas de propriétaire. Voilà, la propriétaire en question, la propriétaire historique, était décédée depuis Mathusalem, donc on a fait cette procédure de bien sans maître
c'est un généalogiste qui vérifie qu'il n'y a pas de descendants, etc. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, ça revient à la commune. Donc c'est propriété de la commune en l'occurrence, pour ce qui est des jardins de cette cour Roussel, et on propose de conventionner avec les habitants pour qu'ils puissent bénéficier de ces terrains et d'en faire leur jardinet. Pour éviter effectivement que ces jardins ne soient pas entretenus, on propose de conventionner avec les personnes, les habitants qui souhaitent justement avoir un jardinet et l'entretenir. Et cette convention donne effectivement acte le fait qu'ils puissent en bénéficier, mais aussi qu'ils ont des devoirs d'entretien de ces parcelles en question pour nous permettre de conserver une cour qui soit agréable pour chacun. J'imagine qu'il n'y a pas de souci à ce qu'on puisse conventionner. Donc on aura un petit moment avec les habitants pour signer cette convention d'occupation pour celles et ceux qui souhaiteront effectivement bénéficier de ces parcelles. Pas de souci là-dessus? Non? Bon, écoutez, je vous remercie. Je pense que nous avons fait le tour des délibérations. Des questions diverses au sein du Conseil? Non. Écoutez, je close ce Conseil municipal. Comme à mon habitude, je propose donc effectivement au public qui a suivi ce Conseil, si d'aventure ils avaient une question, alors je rappelle que c'est une question d'intérêt général, bien évidemment, qui peut être répondue ici par les élus de ce Conseil municipal. Oui. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et élus municipaux, cette intervention entend apporter des précisions sur la pétition rédigée par un collectif de citoyens circulant en papier et en ligne. Donc effectivement, sur la pétition, on n'a pas mis le nom de tous ceux qui avaient participé à cette pétition, mais elle n'est pas anonyme. Cette pétition apporte un soutien à Rabah Ajloum, très atteint par la mesure disciplinaire le concernant. Les magnifiques espaces fleuris, le verdissement des écoles, des rues et de la ville en général montrent à quel point cet homme, diplomate disponible et à l'écoute des Ouplinois, de ses collègues, est passionné par son travail. Vous-même l'ayant mis à l'honneur lors de l'obtention du label Ville Fleurie, ainsi que pour le potager en face de l'école rue Musy, qui a reçu de nombreux prix. La remise en cause de son travail nous interroge beaucoup. Il en est de même pour les Armentiérois et Niépois, où il a travaillé avant son arrivée à Oupline. Ce collectif, lors de ces échanges, a perçu que d'autres mesures disciplinaires affectaient d'autres agents municipaux. Nous n'avons que des interrogations. Que se passe-t-il? Nous sommes conscients des difficultés liées aux fonctions de maire, beaucoup de charges et d'exigences sous l'œil de la population. Dans le collectif, responsable d'entreprise ou de personnel, nous nous inquiétons de cette absence de dialogue apaisé et constructif. Qu'en est-il? Que faire? Les dépressions, les suicides se multiplient en France dans tous les milieux professionnels. Évitons-les à la mairie d'Oupline. Nous nous permettons, pour terminer, de reprendre la fin du mail de M. Gombert, reçu par certains commerçants ayant décidé de relayer la pétition de soutien à Rabah Ajloum. Je cite: « L'heure est à la bienveillance, à la compréhension, la continuation des efforts de chacun d'entre nous pour continuer à rendre notre ville plus belle. » Merci. D'abord, il n'y a pas de question. Bon, effectivement, je pense avoir répondu en préambule de ce conseil sur ce cas particulier. Il n'est pas dans les habitudes des collectivités, effectivement, de mettre sur la place publique la gestion de leur personnel. C'est pas, voilà, ça n'est ni profitable aux uns ni profitable aux autres, mais je le pense sincèrement. Et je pense même que ça peut être au détriment, souvent des agents, en l'occurrence, que ce grand déballage. Je me suis exprimé, je pense que j'ai été clair en début de conseil. La dernière phrase me va très bien.
celle que effectivement Frédéric Gombert a envoyée, en parlant de bienveillance. Il faut être calme, il faut être serein. Il n'a jamais été question d'être brutal envers qui que ce soit. Enfin, toutes celles et ceux qui me connaissent, je pense, seraient effrayés que l'on m'associe effectivement à quelques notions de brutalité, que ce soit envers des agents de la collectivité. Mais j'ai des devoirs qui sont les miens, qui m'ont été donnés par la population d'Oupline. J'ai également un certain nombre de retours et la collectivité doit pouvoir effectivement parfois se remettre en question, doit pouvoir effectivement être à la hauteur des attentes de nos concitoyennes et nos concitoyens. C'est juste ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, je crains fort, très honnêtement, que ce soit une montagne qui va accoucher d'une souris. Et moi je le dis très clairement, je le dis en ce début de conseil, ma porte est grande ouverte. Et je n'ai aucun souci à recevoir quiconque pour en discuter et pour évoquer avec l'un ou avec l'autre les problèmes. Mais je pense que ça ne regarde pas, et encore une fois, ce ne sera pas au bénéfice des agents que de déballer sur la place publique le pourquoi du comment. C'est de la gestion. Nous, ce que nous avons, c'est de la mission d'intérêt public, de l'intérêt général. Nous y veillons. Et pour y veiller, oui, c'est parfois douloureux. Il est toujours plus facile de dire oui que de dire non. C'est une évidence. Mais encore une fois, nous avons une mission de service public, et nous tentons, elle n'est pas parfaite, mais nous tentons de faire de notre mieux, en tout cas. C'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Ça va être, maire, c'est être corvéable à merci, 7 jours sur 7. On vous appelle de jour comme de nuit, ça ne s'arrête jamais. Dimanche dernier, j'étais avec la BAC pour arrêter de types qui avaient décidé d'aller visiter la salle de vente pour la énième fois. La nuit, je suis appelé pour un incendie, ici et là. C'est ça, être maire. Mais être maire, c'est pas non plus se cacher derrière quoi que ce soit pour se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est aussi entendre les manquements, entendre aussi ce que les uns et les autres attendent de notre collectivité, les exigences aussi de nos concitoyens. Parce que là, effectivement, on peut aussi évoquer, on a des citoyens qui, de manière très légitime, sont de plus en plus exigeants. En tout cas dans les attentes qu'ils peuvent avoir auprès de leur collectivité. Et nous devons être au rendez-vous de ce service public. C'est tout ce que je peux dire ce soir. Il n'y a pas de... j'ai pas de velléité aucune envers personne. Si l'un ou l'autre agent veut venir me voir, il sait très bien qu'il va pouvoir venir me voir. Moi, je ne suis pas dans une tour d'ivoire. Il n'y a pas de cabinet à Oupline, il n'y a pas de porte fermée. Il n'y a que des portes ouvertes. Mais si on ne prend pas la main tendue, si on ne prend pas cette porte ouverte, moi je ne vais pas aller chercher les uns et les autres. C'est clair. Alors je vous remercie de ces échanges. Je remercie également celles et ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent de manière fidèle à chaque conseil municipal. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À très bientôt.